Mesdames et messieurs, bonjour. Alors on dit souvent qu'un entretien se décroche grâce aux compétences techniques, mais que ce sont nos compétences humaines qui nous valent d'obtenir le poste et de le garder. L'adaptabilité, l'optimisme, le bon sens, l'empathie et la capacité à collaborer et à négocier sont toutes des qualités humaines importantes qui feront la différence sur le marché du travail. Les spécialistes sont aujourd'hui formels. Tout cela doit démarrer très tôt, dès l'école, au même titre que la lecture ou encore les notions mathématiques. Les soft skills, ces compétences des leaders de demain, c'est notre sujet de discussion. Et ensuite, l'interview santé sera consacrée à la fatigue numérique, visuelle. Restez avec nous pour les détails. Et donc pour décortiquer ces soft skills, eh bien on en parle tout de suite avec Lamia Saman. Bonjour Lamia. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes consultante pédagogique, coach certifiée en théorie du choix. Touria Metalsi, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach certifié en PNL, coach familial et hypnothérapeute. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Et Nawal Bakri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Vous êtes consultante experte en employabilité des jeunes. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Alors, on y va pour cette première question. En fait, pendant longtemps, on a considéré que ce qui fait la différence, c'est une question de tempérament et de caractère. Et presque que c'est inné. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit, et vous les spécialistes, vous nous dites, que ça s'enseigne, ces compétences humaines. Vous en pensez quoi, Touria Metalsi? Alors, tout Vous d'abord, confirmez? je confirme une partie oui, une partie non. Tout d'abord, tout est apprentissage. Tout est enseignement. Dans la vie, on n'arrête pas, on ne cesse pas d'apprendre, de progresser, de changer, d'évoluer. Cette table ronde, c'est une expérimentation qui va nous élever, qui va nous grandir, qui va nous mûrir et qui va nous rajouter d'autres choses. Donc, c'est une sorte d'apprentissage. Alors, quand on parle de soft skills ou bien les habiletés douces, donc ce sont les habiletés qui font la différence. Ce sont des habiletés qu'on n'acquiert pas forcément via une formation académique. Oui. Donc, ce sont Pas encore en tout cas. Pas encore, on l'espère. C'est des compétences qu'on a qui font la différence, qui nous distinguent des autres. Et c'est des compétences ou des aptitudes qui sont vitales et qui subliment les aptitudes hard ou techniques. Donc, c'est deux aptitudes qui sont liées étroitement. Alors maintenant, si on parle, est-ce qu'ils sont innés ou ça s'enseigne, il y a un pourcentage d'innés. Parce qu'on vit avec un patrimoine génétique, oui. On vit avec un tempérament, on vit parce qu'il y a l'unicité de chacun de nous. Donc on est 7,5 milliards aujourd'hui sur la Terre, chacun a ses empreintes, chacun est unique, chacun a sa façon de réagir, chacun a son mode d'emploi. Donc chacun a un bagage, un patrimoine derrière lui, une génétique. Donc, et on a 3 kits. On a le kit génétique, ce qu'on peut hériter. Il y a le kit de tempérament, la personnalité de la personne lui-même, de la personne elle-même plutôt, et on a le kit de l'environnement. Donc 3 composantes qui vont influencer intimement ces soft skills. Ça s'enseigne, ça s'apprend si on a vraiment un bon modèle. Ça s'enseigne, ça s'apprend si on a l'envie de le faire. Ça s'enseigne, ça s'apprend si on donne sens à ces skills, à ces soft skills. Ça s'enseigne, ça s'apprend si on crée le climat de sécurité, de plaisir, d'amour, de tout ce qui va avec. Parce que quand on perçoit les informations, on a 2 systèmes. On a un système de perception, on a un système de représentation. Quand on perçoit l'information ou l'événement ou tout ce qu'on vit, on le perçoit via les capteurs sensoriaux, ça veut dire les 5 sens. Donc on voit, on entend, on sent, on goûte et puis on ressent. Mais ce que vous nous dites un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, ça dépend de l'intérêt de chacun ou de l'habilité de chacun à adhérer à ces soft skills. Ce que nous disent d'autres études ou d'autres spécialistes, et notamment on voit ça dans les grandes écoles de commerce aujourd'hui, c'est qu'ils mettent en place des enseignements des soft skills. Pour vous, est-ce qu'on peut les apprendre presque académiquement, en classe, oui, dans un amphi? On peut les apprendre si on apprend les encadrants à apprendre. D'accord. Donc voilà, si on apprend les gens à apprendre, à savoir transférer, à savoir inculquer
vraiment transmettre ces soft skills. Donc, on ne peut pas transmettre si on n'incarne pas la chose. Donc, ces encadrants, ces formateurs, ces enseignants... Et ces parents aussi. Ces parents, voilà, parce que je reviens, parce que c'est complémentaire. L'école et la famille, ce sont deux entités prépondérantes et importantes dans la vie de l'enfant. Doit y avoir un pan, une certaine complémentarité entre les deux. Et on va y aller petit à petit, justement, pour développer tout ça. Lamia Saman, justement, est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre académiquement ces soft skills et peut-être aussi donner des exemples aux téléspectateurs qui sont avec nous pour un petit peu mieux se repérer dans notre thématique? Très bien. Moi, je pense que c'est carrément ce qu'il faut faire. Déjà, c'est réalisable parce qu'il y a d'autres pays qui ont pensé à ça. Il y a les Américains, il y a les pays du Nord. Donc, c'est des gens qui ont déjà enseigné les soft skills dès l'enfance. Oui. Si vous voyez la méthode Montessori, Freinet, ils baignent carrément dans les soft skills. Ils permettent à l'enfant d'aller développer ces soft skills en utilisant matériel, en apprenant à raisonner, à être autonome. Donc tout ça, ça se développe très tôt à l'enfance. Donc oui, on peut enseigner à l'école les soft skills. Et au fait, il y a certaines écoles au Maroc aussi qui lancent ce projet, qui ont relevé le challenge et qui vont lancer ce projet-là et enseigner les soft skills dans des cours en classe. En classe, dès les classes, on va dire, du primaire. Dès les classes, même à partir de la maternelle, juste à la maternelle, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans, ça va être sous forme d'atelier. On n'explique pas que c'est des soft skills, mais à partir du primaire, on peut carrément expliquer à l'enfant que là, on est en séance où on apprend ces compétences. Lesquelles, par exemple? Vous êtes consultante pédagogique. Oui. Ça veut dire quoi? À l'école, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'un enfant, il pourra apprendre à communiquer correctement avec ses camarades, mais ce qui est un peu différent au niveau des soft skills quand on est avec des enfants, c'est dans un premier temps leur apprendre, leur inculquer cette compétence de comprendre leurs émotions. C'est déjà la première étape. Quand ils ont compris leurs émotions, qu'ils gèrent leurs émotions, ils sont capables d'aller au-delà et aller vers l'autre et effectuer des tâches autonomes. Donc là, on va développer l'autonomie, on va développer la gestion d'émotions. Il va comprendre ce qui lui arrive quand il est en colère, comment il va gérer cette colère. Il va comprendre qu'il est capable de faire les choses tout seul, donc c'est l'autonomie. Il est capable de travailler en groupe. Toutes ces petites activités vont lui développer ses soft skills. Alors ces activités-là, en fait, ces soft skills, c'est quoi? C'est la gestion de l'émotion, la gestion du stress, gestion du conflit, c'est tout ça? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous adultes, en fait, on peut avoir en formation, c'est ces lacunes-là, en fait, qu'aujourd'hui l'adulte a, qui peuvent être balayées dès l'enfance. Tout à fait. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est bien oui, ça. Tout à fait. Alors, Nawal Bekri, justement, vous êtes consultante experte en employabilité des jeunes. Ces jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas reçu cette formation en soft skills, pour vous, c'est des jeunes, on va dire, relativement faibles? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, je dirais, au niveau du système éducatif, surtout pour les adultes, que finalement, il y avait quelque chose de raté au démarrage du cursus. Et principalement, je dirais, cet écart, il est dû au manque de soft skills, parce que qui conditionne tout cela, c'est l'employabilité, c'est l'employeur. Et donc, prise de conscience, je dirais, ces dernières années, c'est que l'employeur aujourd'hui, dans la balance, il fait prévaloir aussi les soft skills, beaucoup plus que la partie technique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans les 50 prochaines années, il y aura une bonne partie des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Donc, pourquoi aujourd'hui insister sur toute la partie technique et académique si notre enfant, aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, il va devoir peut-être occuper une autre fonction, aller dans un autre pays, dans un autre système. Et donc, il vaudrait mieux miser dès aujourd'hui à ce qu'il apprenne ses soft skills pour qu'il puisse être adaptable, flexible, qu'il puisse apprendre à comment apprendre, que de faire un peu je dirais, beaucoup plus lui donner du contenu et après qu'il se sente un peu, je dirais, un peu largué, un peu perdu. Et donc aujourd'hui, les employeurs ont permis un peu au système éducatif de se réveiller et de lui dire arrêtons beaucoup de contenu, programme, je dirais du 100% programme que du académique technique. Il faut quand même alléger le programme, aller orienter un peu des programmes vers tout ce qui est parascolaire, para-universitaire, des projets, de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, les études sur les centres de carrière qu'on voit aujourd'hui, sur les grandes universités, je dirais, du monde, et donc ça va des grandes américaines, australiennes, japonaises, tous les centres de carrière
première des choses de leur, je dirais, catalogue de services, il y a les soft skills. Donc, eux aussi, ils sont... il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. À l'international. Et donc, on se dit, aujourd'hui, si on peut gagner du temps et de la vitesse, et que ces jeunes-là puissent avoir cette piqûre de soft skills dès le démarrage, eh ben, aujourd'hui, on ne va pas mettre autant de, je dirais, de moyens, autant d'argent, pour la autant formation, de formateurs, pour la formation continue, création de centres de carrière. Le développement personnel aussi, parce que ça ne s'arrête pas uniquement au marché du travail, même dans sa vie de tous les jours, même dans son quotidien. C'est très lié. Quelqu'un qui n'a pas cet alignement, cet équilibre, il aura du mal à livrer, à aller vers le marché de l'emploi, à aller chercher. Vu, je dirais, mon expertise dans ce domaine-là, mon humble expertise, on trouve des jeunes qui ne savent pas chercher de l'information, qui ne savent pas qu'ils peuvent apprendre autrement. Ça, c'est vraiment très, très basique. Je ne vais pas plus loin. Mais déjà, cette habilité et cette attitude d'aller apprendre à apprendre, aller vers le digital, aller chercher de l'information, aller juste s'autoriser que je peux faire autrement et que je peux avoir des virements 300 degrés ou 180 degrés de carrière, c'est question d'autorisation. Et cette autorisation, c'est un soft skill. C'est un grand soft skill qu'il faut se donner dès l'enfance avec des partenaires tels que l'école et bien sûr la famille et l'environnement. Mais justement, pour planter encore plus le décor pour nos téléspectateurs, parce que certains qui sont dans l'entreprise, mais d'autres ne travaillent peut-être pas, d'autres sont peut-être dans un emploi indépendant, l'adulte d'aujourd'hui qui n'a pas reçu, entre guillemets, cette réelle formation en soft skills, s'il a la chance de l'avoir hérité d'une autre manière, tant mieux, mais pour la grande majorité, ça se traduit comment? C'est un adulte, comment il peut se reconnaître qu'il a un petit manque en soft skills, Touria? Alors, déjà, quand la base n'est pas solide, donc le résultat, il est de pair, il ne va pas être solide. Donc, ce qui fait un enfant qui n'a pas appris ses soft skills, donc il y aura une lacune dans ses compétences sociales, relationnelles. Donc, un enfant qui n'a pas évolué dans une famille avec des parents qui lui inculquent le soft skills et qu'eux-mêmes, ils incarnent ces soft skills. Aujourd'hui, il est adulte. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème, par exemple? Il est adulte, il peut avoir il va pas s'adapter. Il ne va pas s'adapter à tous les environnements et il ne va pas être productif. Et il ne va pas avoir ce sens de communication. Il ne va pas avoir cette empathie. Il ne va pas avoir cet enthousiasme d'accéder à l'autre. Il ne va pas avoir, je ne sais pas, je rajouterais l'autonomie. L'autonomie. Pour moi, c'est le premier, vraiment à classer en premier, parce que ceux qui ne sont pas autonomes, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en veut beaucoup à nos jeunes qui sont diplômés ou pas, c'est qu'aujourd'hui, on les trouve encore dans le système de l'assistanat. Et quelque part, c'est la famille qui joue un super grand rôle. Vous parlez de jeunes étudiants, on va dire. Je dirais de l'adulte. Vous avez parlé de l'adulte. Moi, je parle, c'est le démarrage de l'âge adulte, mais même l'adulte installé dans le quotidien, en famille. Il va y avoir une certaine de soumission. Il va être un suiveur. Il ne va pas être un leader dans son attitude. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a du charisme. Un leader, c'est lui qui rayonne, c'est lui qui ramène vers lui les autres. Donc, il ne va pas y avoir cette affirmation de soi, ce charisme, cette capacité de pouvoir interagir avec toutes les entités, de pouvoir interagir avec tout le monde. Il y aura cette timidité, il va être intimidé, il va être victime de l'intimidation. Donc ça, pour vous, ce n'est pas un problème de personnalité, de caractère, c'est qu'il n'a pas été façonné. Il n'a pas été orienté, il n'a pas été orienté, il n'a pas été encadré, il n'a pas été vu, il n'a pas été entendu, il n'a pas été compris. Parce que si les parents, les encadrants, les enseignants, un peu, ils aient cette acuité sensorielle, aiguisent ses sens, regardent l'enfant en tant qu'entité, l'enfant en tant qu'être en construction, ils pourront comprendre ce qu'il... Si les enseignants, ils ont cette empathie, ils pourront se mettre dans les souliers de cet enfant pour savoir de quoi il souffre, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qui pourrait faire un sens dans sa vie, qu'est-ce qui est important pour lui, comment le motiver pour apprendre, comment le motiver pour avoir cette communication facile, comment le motiver pour avoir cette adaptabilité. Très bien, mais est-ce que tous les enfants, et là je me retourne vers vous, Lamia Saman, parce que vous travaillez avec les enfants dans l'école, est-ce que tous les enfants ont cette capacité-là d'adhérer aux soft skills, de les développer de la même manière? Est-ce que le tempérament, il n'y a pas une part de ce que je suis moi avant tout? Est-ce que je suis introvertie? Est-ce que je suis plutôt
extraverti? Est-ce que voilà, je vais facilement vers les autres? Ma part à moi, on va dire d'inné. Très bien. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport aux soft skills. Bien sûr. Je donnerai l'exemple le plus simple qu'on reconnaît. À la naissance, on a 2 bébés. Il y en a un qui vous sourit très rapidement, il est rayonnant, et l'autre qui est un peu grincheux. C'est un bébé, il n'a pas encore appris. Celui qui a fait ce beau sourire, il va développer beaucoup plus facilement ses habiletés sociales. Donc là, il y a cette différence. Donc, les enfants, quand ils arrivent à l'école, on voit qu'il y a des enfants qui ont la capacité de parler rapidement avec l'autre, de s'adapter facilement à l'autorité, donc de respecter l'autorité, de faire un travail seul, alors que d'autres seront un peu moins engagés dans ce sens-là. Donc, certes, ils peuvent arriver avec des soft skills, on va dire, hérités, et d'autres pas, mais on peut leur enseigner ces capacités-là. On peut, c'est-à-dire avec des activités, par exemple, ce qu'on va proposer, c'est des projets entrepreneuriat à l'école, au primaire. Donc, ils vont réaliser un produit, donc ils vont développer toutes les habiletés nécessaires pour développer ces soft skills-là. Nawal, je voulais rajouter un peu sur ce qu'a dit mon amie Julia. C'est quelque part, ce qu'elle a dit, il est magnifique. C'est une longue liste quand même de choses à apprendre aux enfants. J'ai envie de venir un peu du côté des familles, sachant que je suis aussi maman. Et donc, il faut dire que nous aussi, on a un grand héritage qu'on est en train de vivre et de transmettre à travers nos référentiels. C'est que nous avons toujours... Et on nous a toujours appris que l'enfant modèle, c'est l'enfant qui a de grands scores, qui est très bien au niveau des études. Et je ne te laisse rien faire à la maison. S'il te plaît, concentre-toi juste sur tes études. Je te fais tout à la maison. Tu as ton plat, tes vêtements qui sont repassés, lavés, tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, la donne, elle est en train de changer. Et donc, il faut que l'enfant, arrêtons de le pousser vers, je dirais, d'être le premier de la classe. S'il peut être deuxième, troisième, tant mieux, pour qu'il ait le temps d'aller développer d'autres soft skills, qu'il ait le temps d'être autonomisé, qu'il ait le temps d'aller peut-être vivre la vie de famille et de contribuer, de jeter un coup d'œil sur son environnement, de vivre... et l'empathie aussi, par exemple, vous le dites, c'est un soft skill qui est très important. Ces parents qui comprennent cet enfant qui n'a peut-être pas les capacités d'un autre, ils font preuve d'empathie et c'est quelque chose que lui aussi absorbe. Il absorbe. Maintenant, tous les parents ne sont pas, je dirais, n'ont pas des diplômes. Tous les parents Bien ne sûr, sont pas. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Et donc, du coup, j'ai envie de dire aussi que informer l'école aujourd'hui, elle prend sa part de responsabilité dans ça parce que l'enfant, il passe quelque chose comme 8 heures minimum. Et donc, il y a des fois des parents, ils croisent leurs enfants peut-être pour 1 heure, 2 heures. Et donc, c'est une petite quantité et j'espère qu'il y aura la qualité. Et donc, du coup, quelque part, on compte aussi sur l'école pour qu'elle puisse un peu aider tout ça. Il y a longtemps, on parlait du mythe des talents, au fait, les soft skills, ils vont s'apprendre juste en observation. Ou là, c'est la grand-mère ou là, le grand-père qui donne un peu, il fait le mentor, il raconte un peu des histoires. Tout ça, c'était très bien. Et ça s'est un peu relâché. Aujourd'hui, ça serait bien qu'on puisse un peu inoculer quelques doses de soft skills dans le cursus un peu scolaire comme ce que propose mon ami Lamia, un peu pour équilibrer la balance et d'arrêter de prendre toujours l'enfant comme un écolier ou un étudiant. Non, absolument. L'enfant, c'est un système, c'est un tout. Et il a le droit aussi d'aller vivre d'autres expériences, je dirais, de vie. Eh bien, moi, je reviens vers Touria Metalsi, justement, par rapport au rôle des parents, de la famille. Nawal disait, oui, on ne voit pas beaucoup nos enfants. C'est vrai, mais est-ce que c'est une raison pour tout déléguer à l'école? Est-ce que ces soft skills aussi, ce n'est pas notre rôle à nous en tant que parents? Ben oui, effectivement. Quoi qu'on dise que l'école est les responsables, les encadrants, les enseignants, mais n'oublions pas que la famille, c'est la première cellule de l'éducation. C'est le foyer, c'est là où il berce, c'est là où il évolue beaucoup plus, il passe beaucoup plus de temps qu'à l'école. Ce qui est indispensable, c'est mettre le pont entre la famille et l'école. Donc cette connexion, cette complémentarité, c'est comme cet enfant, l'éducation de cet enfant, c'est comme un projet. Et dans un projet, il y a des partenaires. On est tous les deux, famille, école, partenaires pour la concrétisation de ce projet, pour mettre en œuvre ce projet.
Là aussi, on revient pour les parents, comme elle a dit, Nawal, ils ont un héritage, ils ont un bagage, ils ont des croyances, ils ont un système de valeurs. Et il y a des parents qui tendent à répéter le même schéma. C'est ce qu'ils ont su. Alors, c'est le meilleur choix qu'ils savent au moment-là. Et c'est pour la bonne intention qu'ils répètent le pattern, le même schéma. Parce que pour eux, un enfant idéal, c'est un enfant qui est ça, stéréotypé, ça. Ou bien il veut se projeter dans la personne de son fils, de son enfant. Moi, je n'ai pas pu atteindre ça, donc je vais obliger mon fils à être le premier. Je vais obliger mon fils à avoir, je ne sais pas, un doctorat, à avoir un diplôme en ça. Et là, je vais inculquer l'anxiété de performance. Cet enfant, s'il n'a pas, c'est pour les parents, certains parents, je ne généralise pas, pour certains parents, un enfant est égal à un bulletin. Donc, à la fin de l'année, qu'est-ce que tu as ramené? Le résultat est égal à l'enfant. Alors, on fait perdre à l'enfant son identité. Donc, on est en train de voir résultat. Alors, c'est deux choses complètement différentes et complémentaires en même temps. Donc, pour que moi, je prépare cet enfant-là à avoir de bons résultats, donc je dois lui donner les choix. Je dois lui mettre des règles, je dois lui donner un environnement propice pour qu'il évolue. Donc il y a l'amour, il y a cette empathie. Mais ces parents-là, par exemple, que vous venez de décrire, vous diront, mais écoutez, nous on aime notre enfant, c'est pour ça qu'on la bonne intention voilà, la bonne là, intention, absolument. La bonne intention est là, juste. Les parents, ils ont un seul choix. Donc, plus on a de choix, mieux ça vaut. Et comment on peut réussir à amener ses parents vers cette méthode-là? C'est quoi? C'est par l'information, par ce genre d'émission? Justement, il y a l'information. Il y a les parents qui doivent être toujours à la quête de ce que leur enfant fasse à l'école. Donc, toujours cette relation avec l'école. C'est pas que je jette mon enfant, je suis désolée pour le terme, je jette mon enfant à l'école, réparez-le. Vous êtes responsable de mon enfant pendant de 9h à 16h. Alors, ça vous appartient, cette tâche. Et moi, quand il rentre chez moi, je vais crier, je vais râler, je vais préparer, je ne sais pas quoi manger, Non. Donc l'enfant, il a besoin des deux. Il a besoin de l'amour de l'encadrante, de l'enseignante ou de l'enseignant, et il a besoin aussi de l'encadrement de parents, l'encadrement de la maman. Exercer sa tâche de mère et en même temps couver l'enfant avec cette dose d'amour. Oui. Parce que cet amour, ce plaisir qui font évoluer l'enfant, parce qu'on a dit que nous, on est des êtres sensoriaux qui vivons des expériences humaines. Mais Thouria, vous dites certains parents peuvent carrément provoquer chez leur enfant cette angoisse de performance. Ils pensent bien faire, ils pensent motiver, entre guillemets. On finit juste le petit point, ils pensent plutôt motiver leur enfant, lui donner, en fait, le pousser à se surpasser. Certains parents pourraient vous dire, oui, mais ça aussi, c'est une capacité que je lui apprends, à être toujours fonceur, à ne pas se laisser faire, à vouloir le meilleur, à être le premier. Qu'est-ce que vous leur dites? Qui veut qu'il soit le meilleur? Est-ce que l'enfant qui veut ou le parent qui veut? Ça, c'est les parents qui le disent. Voilà. Mais ça, je vous remercie pour la question. Justement, parce que le parent, il veut. Oui. Il veut beaucoup de choses. Est-ce qu'on a pensé à cet enfant? Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est quoi ses besoins? D'autres parents vous diraient, mais à cet âge-là, il ne sait pas encore ce qu'il veut. On sait mieux que lui. On sait mieux que lui, certes. Mais quand même, on doit toujours donner à l'enfant cet espace. On doit le responsabiliser d'un jeune âge pour qu'il puisse prendre l'initiative dans tous les domaines de sa vie. Si nous, on impose, on commande, on est autoritaire, je suis la mère, je suis le papa, certes, dans certaines sphères de la vie, je suis la maman, je décide, je suis le chef de meute, oui. Mais dans d'autres sphères, donc, l'enfant, il a besoin d'être entendu et de donner son avis, de l'impliquer. Quand on l'implique à un jeune âge, on aura un adulte qui a vraiment cette affirmation de soi, qui a vraiment cette facilité de rentrer en relation avec l'autre, qui a cette intelligence émotionnelle qui va lui procurer un épanouissement sur tous les plans. Parfait. Oui, Lamia? moi, je dirais que dans un certain sens, les parents ont raison. Ils ont bien raison de vouloir que leurs enfants réussissent au niveau scolaire. Parce qu'en ce moment, partout, dans toutes les écoles, dans toutes les entreprises, on va sélectionner les enfants pour aller en université ou chercher un emploi. Déjà,
Le premier filtre, c'est les notes. C'est les notes. Bien Donc, sûr. quand on va obtenir notre baccalauréat, si on a des moyennes pas très élevées, on n'aura pas le choix d'aller faire ce qu'on veut. Donc, les parents sont obligés de pousser leurs enfants à être parmi les meilleurs pour qu'ils puissent un jour... C'est une angoisse qui est en quelque sorte justifiée. C'est très justifié. Et puis, c'est aussi une soft skills pour moi, c'est-à-dire s'adapter à ce qu'il y a. Pour le moment, le système scolaire, c'est ce qui prime, les résultats, c'est ce qui prime. Il faut que je m'adapte, il faut que j'apprenne à prendre des leçons, à avoir des notes élevées. Donc oui, c'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il faut rajouter, c'est que voilà, on peut travailler et avoir de bonnes notes et en parallèle développer les soft skills. Je peux lui dire voilà comment on peut développer l'esprit d'équipe, on peut apprendre par exemple à l'école quand on fait des mathématiques. La façon avec laquelle on fait les mathématiques, elle aide à développer les soft skills. Il faut juste prendre les leçons et les faire correctement. Et ça, c'est le rôle de l'enseignant. Et là, on revient au rôle de l'enseignant et donc de l'encadrant qui va encadrer cet enseignant et lui expliquer qu'il est important de donner du concret à l'enfant qui puisse développer toutes ces soft skills en parallèle. Ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle. On peut dans un même temps travailler l'académique, le scolaire et travailler les soft skills. Absolument. Donc, ça ne se contredit pas. Oui, Nawel. Et d'ailleurs, oui, tout ce qu'on dit est transposable à 100% dans le milieu professionnel. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, je dirais les employeurs, ils regardent un peu tous ces éléments-là lors de l'interview. Pourquoi est-ce qu'on nous demande les interviews? D'ailleurs, dans des théories, on dit que les hard skills nous permettent de décrocher l'interview. Parce que l'interview, il est basé juste sur le CV, on l'a lu. On a vu que la personne, elle avait pas mal de diplômes, d'expérience professionnelle, très bien, peut-être des activités de bénévolat, parfait. Par contre, le soft skills nous permet de décrocher un job. Oui. Donc c'est et de le garder. Un niveau, on surélève un peu le niveau des soft skills par rapport aux hard skills ou par rapport aux compétences, je dirais, techniques académiques. Et donc du coup, l'employeur, qu'est-ce qu'il cherche? Ou même, je dirais, même pas employeur, peut-être même au niveau des stages, au niveau des jobs d'été ou autres, il cherche une personne qui est flexible, une personne qui est positive, une personne qui ne cherche pas des problèmes, mais au contraire essaie de trouver des solutions, une personne qui a un esprit critique. C'est pas le béni oui, on veut des personnes qui se posent la question, le why, pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, on cherche un peu une partie de la solution. Il a besoin d'une personne qui prend l'initiative, qui ne s'assoit pas et attend qu'il y ait une instruction, mais au contraire, elle cherche où est-ce qu'elle peut aider, des petites idées, la créativité. Et ben on va tout ça est demandé. Tout ça justement nous donne encore plus envie d'aller plus loin dans ce sujet, de voir comment à l'école on peut contribuer, mais aussi à la maison. On reste ensemble sur Médien TV, la suite dans quelques instants. Et on n'en a pas fini avec ces soft skills, les compétences des leaders de demain. On continue la discussion avec Lamia Saman, Toria Metalsi et Nawal Bakri. Merci beaucoup, mesdames, d'apporter vos expertises mutuelles aux téléspectateurs. En fait, avant de continuer sur, on va dire, les soft skills les plus prisés, comment les développer à l'école comme à la maison, moi, je me pose quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque avec cet engouement pour les soft skills, de, en quelque sorte, standardiser l'éducation au sens large, au dépend des particularités de chacun. Je vous pose la question, Lamia Saman, vous êtes consultante pédagogique, à trop vouloir tout développer chez ses enfants, est-ce qu'on ne va pas en faire finalement exactement la même chose? Ils pourront plus se différencier plus tard sur le marché du travail. Je ne pense pas, Yasmine. Je pense que ça ne peut être que bénéfique pour ces enfants. Développer ces capacités vont leur permettre déjà, dans un premier temps, d'être sereins, d'être bien dans leur peau. Parce que quand on parle de soft skills, il y a l'esprit d'équipe, il y a l'autonomie, mais il y a se comprendre et connaître ses forces. C'est une capacité qui est importante. Donc, elle ne pourra pas nuire et elle ne pourra pas standardiser les personnes plus tard. Je ne pense pas. Nawel, moi je suis... Ils vont se différencier quand même après. Comment, pardon, après Ils le sentent. Ils le sentent d'office. Maintenant, aujourd'hui, il faut juste que les parents pensent et commencent à croire que les soft skills, ce n'est pas un plus ou des heures supplémentaires, ou c'est une corvée en plus, une punition, je ne sais quoi. Mais en fait, c'est grâce aux soft skills. Qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé encore? En fait, les soft skills, ils ont un impact direct sur la performance. Quand je dis mot performance, ça peut être même performance au niveau école. C'est grâce aux soft skills qu'il va pouvoir gérer ses émotions, ce qui est très important parce que entre une vingtaine, je dirais, d'écoliers dans la même classe, c'est pas évident en termes d'émotions. C'est grâce aux soft skills qu'il va pouvoir gérer son temps. Peut-être même communiquer avec la maîtresse, communiquer avec la directrice, gérer ses petits projets avec sa famille.
Et d'ailleurs, ça se voit de parler quand on a des jeunes qui font des projets. On ne va pas appeler projet soft skills, mais des projets un peu juste à l'extérieur du cadre, je dirais, du contenu imposé ou pas imposé un peu au niveau des écoles. Ces jeunes-là, ils se démarquent facilement. Et quand ils se démarquent très très jeunes, on les trouve toujours avec des petites bandes, à part c'est eux les leaders. Ils posent beaucoup de questions. Ils peuvent être peut-être perturbants au niveau de la classe, mais c'est toujours dans le bon sens. Ils viennent avec des idées, ils veulent se challenger. Et par la suite, on les retrouve un peu plus. Ils prennent en charge des projets. Après, on les retrouve en train de monter des petites associations d'élèves après dans l'université. Mais est-ce qu'ils peuvent toute une classe peut être leader? Un leader, c'est normalement une personne qui se démarque. Oui, avec ces soft skills, l'idée, c'est en quelque sorte de développer ces compétences chez tous. Mais il y en a tellement, il y a une grande liste de soft skills. On va trouver le leader, le communicateur, celui qui a toujours le coup d'œil, celui qui peut trouver des solutions, celui qui sait bricoler, celui sur lequel on peut compter parce qu'il connaît, celui qui n'a pas peur du risque. On a besoin des fois des personnes qui sont fonceurs et qui aiment bien les nouvelles expériences. Je pense qu'on va trouver toute, je dirais, une panoplie d'enfants. Et l'idée, c'est un peu de faire les échanges des bonnes pratiques. Absolument. Donc, on va toujours trouver le bon élève. Pourquoi il est bon élève? Parce qu'il fait de la bonne pratique, ce timing. Allez, on va piquer, transposer, voir dans quelle mesure. Et l'idée, c'est de Quand vous les dites on va étaler. piquer, transposer, c'est l'enseignant? Au fait, l'enseignant, ça devient un manager en fait de compétences? clairement, c'est un DRH, je dirais. Oui, exactement. Parce que moi, je dis chapeau aujourd'hui à toutes aux maîtresses, aux enseignants en général, parce qu'avoir des équipes entre 20 et 30 personnes, chacune avec son histoire, chacune. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la perception de l'enseignant pour sa classe? Est-ce que pour lui, c'est une équipe qui manage ou il est là avec un savoir qui transmet? Il doit être très intelligent, parce que les soft skills, c'est grâce à eux qu'on gratte un peu cette facette que nous avons. Qu'ont les enfants avec eux. Parce que quand il vient à l'école, pour lui, il doit adopter une certaine attitude, peut-être respect, normes, qualité. Mais après, on trouve des fois des enfants qui sont un peu introvertis, qui songent les angles. Il a plein d'idées, mais il a peur de les dire parce que les autres, ils vont un peu rigoler. C'est, je dirais, aux enseignants. Il y a un travail à faire. Exactement. Mais justement, je voulais poser la question à Lamia, revenir sur ça. Bien sûr, vous êtes consultante pédagogique. On ne sait pas dans quel établissement, donc on ne fait pas de publicité. Alors, on peut en parler sans langue de bois. Quand vous approchez les enseignants par rapport à cette notion de soft skills, à ce qu'eux-mêmes doivent développer, comment ils doivent communiquer avec les enfants, est-ce qu'on prend ça au sérieux? On se dit c'est encore une charge de travail supplémentaire qu'on veut nous rajouter, honnêtement? Honnêtement, quand ils sont formés, oui, il n'y a pas. Mais avant la formation. Avant la formation, c'est clair que pour eux, c'est une charge en plus, c'est du travail en plus. Mais quand ils sont formés, il n'y a pas de problème. Et dans tous les cas, il faut les former eux d'abord, dans ce sens-là, et puis les préparer, et ça va tranquillement. Et pour les familles, Souriam et Elsie? Alors pour les familles, moi je dirais qu'il n'y a pas de parent qui ne connaît pas son enfant. Donc, j'ai des enfants, donc chaque enfant est différent de l'autre, chaque enfant a ses soft skills, chaque enfant a ses particularités, chaque enfant a ses caractéristiques. Donc, l'éducation que je vais donner à mon enfant, si Mohamed, je ne vais pas donner la même à Khadija parce que je vais personnaliser mon interaction avec mes deux enfants parce qu'ils ont deux caractères différents, ils ont deux neurologies différentes, ils ont deux systèmes de représentation différents. Donc, je dois interagir avec eux selon ces spécificités. Il y a un qui est très gentil et l'autre qui est très... s'impose, il est impulsif. Donc, je ne vais pas utiliser les mêmes moyens d'éducation avec celui qui s'impose, avec celui... C'est moi, je dois faire preuve de soft skills, d'adaptabilité avec mon enfant et je dois me remettre en question moi. Prendre conscience que moi j'ai besoin d'un accompagnement, prendre conscience que moi j'ai besoin d'un apprentissage, parce qu'on apprend tous les jours, on apprend à chaque âge. Vu la plasticité du cerveau, les neurosciences, ils ont découvert que on peut, les neurones, on dit que les neurones, quand ils meurent, donc il n'y a pas de régénération, au contraire, le cerveau il est en perpétuelle construction. Parce que quand on fait travailler les connexions neuronales, ça veut dire on peut continuer à apprendre à n'importe quel âge. Chaque comportement, on fait travailler une connexion neuronale. Quand on défait un comportement, on défait une habitude, on défait une connexion. Donc,
partons de ce principe qu'on apprend tous les jours, qu'on a la capacité d'apprendre. Et que l'apprentissage n'est pas donné à X ou Y, l'apprentissage est le droit de tout un chacun. Donc ça ne veut pas dire que je dis, moi j'ai 40 ans, je vais dire à mon enfant que je vais aller à l'école, pour moi ça va démunir de ma personne. Non, au contraire, si je lui dis je vais moi aussi à l'école, ça va lui donner cette confiance en soi. Moi et maman, on va aller à l'école, elle va aller à son école, moi je vais à la mienne. Alors cette confiance en soi, comment on va la faire acquérir à cet enfant quand on l'incarne nous-mêmes? Et cet enfant, c'est comme un coffre. C'est comme un coffre. Et ce coffre, c'est là où on met l'ensemble des expériences, l'ensemble de succès. Et ce coffre, il a une combinaison, il a un code. Et chaque fois qu'on active, parce qu'on a tous ces ressources, qu'on active une ressource, une compétence, une qualité, une aptitude, on rajoute un autre numéro à ce code. Et plus on a de numéros, plus on a de ressources, plus on a de numéros, plus on sait que ce coffre de succès va s'ouvrir à n'importe quel moment. Donc l'idée pour vous, Todia Metalsi, c'est avant tout de miser sur l'adulte qui accompagne l'enfant. Oui. C'est-à-dire pour nous, en tant que parents, il faut avant tout se former soi-même. Bon, si on connaît chacun nos failles. Si j'incarne pas moi la soft skills que je veux transmettre à mon enfant, l'enfant c'est par modélisation, c'est par observation. L'enfant il est pas, c'est comme une éponge. Parce que si je l'incarne, je vais la transmettre naturellement. Il va me modéliser mais d'une façon inconsciente. Oui. Alors il y a des compétences qui vont être modélisées d'une façon inconsciente et d'autres qui vont être transmises d'une façon consciente. Il y a le faire et l'être. Donc, quand moi, j'ai la posture de leader, moi, j'incarne cette posture avec mes épaules qui sont dégagées, avec mon ton de voix qui est ferme, avec mon regard qui est vraiment bien placé, avec ma posture, avec mon non-verbal, avec mon verbal. Qu'est-ce que je transmets à mon enfant? Même si je lui dis, pas fais ce que je fais, je lui transmets l'énergie de leadership. Donc, lui, par modélisation, par observation, il va dire, ça, c'est un bon comportement. Et surtout s'il le pratique. Parce que l'apprentissage, c'est quoi? Il y a deux éléments fondamentaux. Il y a la répétition, la pratique, je la répète, je la pratique. Et ça devient une maîtrise. Parce qu'on connaît les paliers de l'apprentissage. Mais il faut aussi beaucoup de bienveillance dans cette transmission. Il y a beaucoup de bienveillance avec la charge émotionnelle que j'apporte, moi, avec cet apprentissage que je veux inculquer. Plus la charge émotive ou la charge émotionnelle est importante, plus l'ancrage et l'enregistrement est important. Donc, plus il y a cette bienveillance, cet amour et cet espace, je lui laisse la liberté. Je ne vais pas lui dire fais, on n'est pas dans le faire. On s'attarde sur le faire, on oublie l'être. Ça, c'est un gros problème. Justement. C'est, on va dire, l'un des plus gros problèmes. Donc, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance et que je sois le modèle, soyons le changement que nous voulons avoir autour de nous, comme disait Gandhi. En tout cas, une seule émission, ce n'est pas suffisant, bien sûr. Là, on donne l'information, ça peut pousser les parents, les enseignants, les responsables, les jeunes aussi. D'ailleurs, j'avais proposé à la mienne de pourquoi pas d'être peut-être précurseur et de prévoir des classes pour les parents. Oui, bien sûr. Parce que ces soft skills, certes, ils vont peut-être être, je dirais, inoculés dans le système, mais s'il n'y a pas de répondant de l'autre côté. De l'autre côté, c'est important. C'est pas évident. Donc sinon, ça va être une déchirure et l'enfant va se retrouver en train de vivre de vie. À l'école, il est, on va dire, c'est bon, il est épanoui, on lui fait confiance et à la maison, il y aura un autre scénario. Maintenant, ces soft skills, on les a quelque part. Peut-être on les a avec des doses complètement différentes. L'idée, c'est que je pense qu'à travers cette émission, c'est juste de dire aux parents qui nous regardent, on les a, ça existe. Juste aujourd'hui, on met la loupe dessus parce qu'ils sont importants pour votre enfant dans le futur. Exactement. Prenez conscience de... Merci de faire ma conclusion. Faites la liste. Oui. Prenez conscience qu'ils sont importants et avec votre comportement au quotidien avec les enfants, arrêtez-vous et dites c'est la caméra d'en face, vous pouvez la regarder très bien. Et donc, prenez conscience. Rapidement, dernier mot. Alors, prenez conscience de ces soft skills en tant que parents et faites en sorte que vos enfants apprennent aussi de vous parce que vous êtes le meilleur maître et le meilleur mentor pour vos enfants. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette capacité que vous avez eue à bien conclure notre entretien d'aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames. Lamia Saman, Todia Metalsi et Nawel Bekri. À très vite sur le plateau d'On se dit tout. C'est un plaisir d'échanger avec vous. J'invite les parents à regarder une nouvelle fois cette émission sur notre site mediantv.com. Et moi, je reste avec vous pour l'interview santé. À tout de suite.
Et le point tout de suite sur la fatigue oculaire numérique. Et je reçois pour cela le docteur Tariq Lal, aussi médecin ophtalmologiste à Rabat. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, cette modernité, cette technologie n'arrive pas sans son lot de problématiques santé et la fatigue oculaire numérique en fait partie. Qu'est-ce que c'est au juste, docteur? Tout à fait. Avec l'utilisation de plus en plus de la nouvelle technologie, des smartphones, des ordinateurs, les patients commencent à rapporter des lésions et des symptômes qu'on a regroupés sous le dénominatif de fatigue oculaire numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un ensemble de signes qui survient suite à l'utilisation accrue et quotidienne, tous les jours, une exposition à ces écrans d'ordinateur, à ces écrans de smartphone. Donc, il y a des symptômes qui sont mineurs et il y a aussi des symptômes qui peuvent être un peu majeurs. Okay. Donc, une petite question, docteur. Vous dites que les patients rapportent suite à l'utilisation, on va dire, excessive de l'ordinateur. Sauf qu'aujourd'hui, l'ordinateur fait partie de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on ne se met plus en face de l'ordinateur avec le clavier et la souris. Les choses ont changé. Les smartphones, les tablettes, la télé aussi, avec cette lumière qu'elle dégage. L'utilisation est différente. Donc ça regroupe toute la nouvelle technologie, de la tablette à l'ordinateur, au smartphone, même au livre de poche numérique. Donc tout ce qui fait émaner une lumière et donc avec une concentration sur ce qu'on peut lire, mais numériquement. Donc, donc au début, on a mal compris cette symptomatologie et on a regroupé à la fin sous cette dénomination qui est fatigue oculaire numérique. Donc, alors cette symptomatologie, comme vous l'appelez vous les spécialistes, cet ensemble de symptômes regroupés sous le nom de fatigue oculaire numérique, qu'est-ce que c'est? Comment on peut se retrouver? Donc comment se retrouver? Donc déjà à l'interrogatoire, en posant la question au patient, il faut rattacher ces symptômes à une utilisation accrue, c'est-à-dire après plusieurs heures de travail quotidienne. Donc 6 heures. Les patients viennent vous voir pourquoi? Pourquoi? Ils se plaignent de quoi? Ils peuvent se plaindre par exemple de douleurs oculaires, ils peuvent se plaindre de rougeur, de problèmes de sécheresse, des patients qui larmoient un peu beaucoup. Et c'est aussi des patients qui ont du mal à fixer la lumière. Donc ils ont ce qu'on appelle un blépharospasme. Donc ça veut dire qu'ils ont photophobie, ça veut dire phobie de la lumière. Ils ne peuvent pas fixer la lumière. Et puis ils peuvent rapporter même, dans les cas un peu sévères, une petite baisse de la vision. Donc dans certains cas, on peut avoir même des douleurs, des migraines ou bien même des douleurs cervicales. Donc c'est très large quand même, parce que large. Ça peut être associé à autre chose. C'est pas spécifique justement. C'est ce qui fait de l'originalité de ce syndrome, on peut l'appeler. C'est pas spécifique d'une maladie. Donc du coup, on l'a regroupé sous ce nom. Donc la rougeur, on peut la retrouver dans la conjonctivite. Les douleurs du cervical, on peut les retrouver dans les rhumatismales. Absolument. Mais en rattachant tout l'ensemble de ces symptômes avec l'interrogatoire, et la cessation de ces symptômes à l'arrêt du travail. Donc c'est à l'arrêt de l'utilisation. À l'arrêt d'utilisation de l'ordinateur, par exemple, du facteur engendrant, causal de ces symptômes. Mais par exemple, la télé aussi. Regardez la télé, est-ce que ça renvoie cette même lumière? Est-ce que ça peut causer la même chose? Ça peut causer la même chose, sauf qu'avec la télé, on ne fait pas un effort de lecture. On est plus passif qu'actif. Alors qu'avec l'ordinateur, on est plus actif, donc on sollicite plus l'accommodation. L'accommodation, c'est plus c'est la contraction d'un muscle oculaire, et donc c'est énergie dépendant, donc ça fait une fatigue dans les yeux. Donc à côté de ces symptômes qu'on peut dire mineurs, on peut aller jusqu'à la sécheresse, et qui dit sécheresse des larmes, donc la cornée peut devenir moins protégée contre l'air, donc de l'air et donc de l'air ambiant. Et donc là, ça peut donner quoi? Ça peut donner des sécheresses et des lésions cornéennes. D'accord. Donc à côté, Mais ces lésions existaient bien avant l'apparition du numérique. Tout à fait. Donc ces lésions existaient, mais le facteur déclenchant avec cette lumière bleue qui émane des smartphones, et il y a aussi un autre phénomène, c'est devant les smartphones et devant les écrans, on cligne de moins. Donc on cligne, c'est-à-dire la fonction de la paupière, c'est d'étaler les larmes sur la cornée et du coup protéger cette cornée et la nourrir. Donc quand on cligne de moins en moins, donc devant un ordinateur, on cligne 4 fois par minute, alors que normalement, on est censé cligner 12 fois par minute. Et donc cette fonction importante de la paupière, donc elle est un peu diminuée, et donc du coup, ça peut causer une sécheresse.
à côté de ces troubles mineurs, on peut, donc la lumière qui émane, qui est la lumière bleue, donc c'est une notion dont on parle de plus en plus, peut engendrer des lésions, mais à long terme. Donc ce sont des lésions phototoxiques, photochimiques. Alors juste une petite nuance, ça veut dire que si aujourd'hui, en tant que consommateur, on ne ressent pas ce genre de symptômes, ça ne veut pas dire que nous sommes épargnés. Tout à fait, qu'on n'est pas tout à fait épargné. Donc, à côté de ce qu'on appelle... Ça élargit la sensibilisation, en fait. Donc, devant la fatigue visuelle qui est instantanée, il y a d'autres problèmes qu'on peut retrouver, des conséquences au long terme, des années et des années. Et donc, il y a beaucoup d'études qui commencent à parler de ce spectre de lumière bleue qui peut être à l'origine d'affections rétiniennes et donc être à l'origine comme un facteur de plus, par exemple dans la DMLA ou dans la cataracte. Des études sont en cours, rien n'est à 100% établi. C'est un nouveau facteur de risque qui peuvent se rajouter sur, par exemple, la DMLA ou la cataracte, mais il faut d'autres études pour confirmer tout cela. Absolument. Ça veut dire que la sensibilisation est vraiment une sensibilisation de masse. Ce n'est pas uniquement ciblé à une catégorie de la population relativement fragile. C'est-à-dire que même les enfants sont concernés, les adolescents, tout le monde est concerné. Tout à fait. Au début, c'était plus un problème de santé, donc maladie de travail. Donc c'était en rapport avec les sociétés. Donc parce que seuls les adultes utilisaient l'ordinateur. Tout à fait. Donc les fonctionnaires, donc les personnes qui utilisent les ordinateurs, rapportaient ça aux médecins de travail. Et donc ça faisait plus une maladie de travail. Et donc et puis les choses étaient autres. Donc ça s'est élargi vers la population normale, donc qui n'est pas censée être dans un bureau. Et puis actuellement, on parle de ce qu'on appelle le temps qui est qu'on peut. Donc même les enfants sont censés faire ce type d'anomalie ou d'affection. Mais les gens qui nous regardent maintenant, ils ne sont pas en danger. Personne n'est en danger si on fait on est amené à faire de prévenir, donc déjà prévenir, mais pas tout le monde est en danger. Déjà, pour être en danger, ça veut dire qu'il faut d'autres facteurs de risque qui peuvent se surajouter sur l'exposition. Donc, la durée, vous voulez dire? La durée, oui. Et si on porte d'autres atteintes, donc c'est une sensibilité oculaire à la base. Donc si notre œil est déjà fatigué. Oui, mais il ne faut pas leur dire ça, docteur. Ils vont se dire non, on est en bonne forme, on peut regarder la télé toute la journée. Donc pour être plus pratique, actuellement, on tend à parler de ce qu'on appelle le temps autorisé d'exposition. Donc le temps est autorisé. Donc, ça, c'est scientifique. C'est scientifique. Donc les études parlent il ne faut pas dépasser 2 heures globalement chez les enfants. Donc à tout âge confondu, c'est sûr que... On peut rappeler la durée, combien? Donc 2 heures, il ne faut pas dépasser 2 heures quotidiennes. À partir de quel âge? Justement, selon l'étude, c'est tout âge confondu, mais on va dire à partir de 11 ans, 12 ans, il ne faut pas dépasser 2 heures. Et chez l'adulte, il y a ce qu'on appelle la règle 20-20-20. C'est quoi cette règle 20-20-20? C'est toutes les 20 minutes, on fait une pause de 20 secondes et on voit 20 pieds, donc ça veut dire 5 mètres. Et donc, on fait une pause de 20 secondes et on fixe un point à 20 pieds, ça veut dire à 5 mètres. Et ça permet un relâchement de la fixation, de l'accommodation. Et ça permet une reprise de phénomène physiologique normal. Mais juste une nuance, docteur. Quand vous dites le temps autorisé d'exposition est de 2 heures, ça ne veut pas dire 2 heures en continu. Oui, ce n'est pas 2 heures en continu. Puisqu'il y a la règle des 20-20-20. Des 20-20-20. Et il y a aussi... 2 heures sur 24 heures. 2 heures sur 24 heures chez un enfant. Chez l'adulte, c'est la règle de 20-20-20 qui s'applique. D'accord. Ça veut dire, et puis, on peut faire des pauses de 15 minutes toutes les 5 heures. On peut faire des pauses de 15 minutes. D'accord. Mais vous, en tant que communauté scientifique, au courant des conséquences de cette lumière bleue qui émane de tout ce qui est numérique, télévision, smartphone, etc. Est-ce que vous n'êtes pas maintenant pour un changement est-ce que vous n'êtes pas en contact avec les industriels, ceux qui mettent en place, ceux qui fabriquent ces appareils-là? Tout à fait. C'est les sociétés savantes qui normalement... Puis après des études qui sont établies par des sociétés savantes, dans des centres hospitaliers universitaires à l'international, on peut rapporter tous ces mots, avec des études randomisées, et les choses commencent à changer. Oui. C'est pour ça
qu'actuellement, la nouvelle technologie, les nouveaux écrans sont de moins en moins lumineux. Il envoie moins de lumière bleue. Il y a même des options dans ces écrans où on peut changer la luminosité. Mais la lumière bleue, pour expliquer aux téléspectateurs, ce n'est pas le bleu que nous avons derrière nous. Ce n'est pas ce bleu visible-là. Non, c'est notre lumière bleue qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est un spectre qui est envoyé même par les rayons solaires. C'est un spectre qui n'est pas visible. Et donc mais là, il est, on va dire, condensé. Qui est condensé et donc il est à l'origine de lésions toxiques à l'échelon cellulaire. Donc un autre conseil, c'est quand on est devant un ordinateur, il ne faut jamais se mettre devant l'ordinateur, mais se mettre au-dessus de l'ordinateur à 20 degrés. Donc je dirais la règle 20-20-20, puis on se met comme ça devant la tablette à 20 degrés, se pencher sur l'ordinateur, ne pas avoir des rayons qui partent directement devant donc pour faire une lésion directe sur la cornée. Je vous pose cette question parce que vous, en tant que médecin ophtalmologiste, vous êtes là aujourd'hui pour dénoncer cette fatigue oculaire numérique. Les médecins spécialistes du sommeil dénoncent l'impact de la lumière bleue sur le cerveau, comment elle peut perturber les cycles de sommeil. Voilà, donc vos sociétés savantes, elles en sont où au niveau, on va dire, de la pression face aux industriels? Déjà, ils commencent à manipuler un peu, donc parce que sur le plan industriel, cette lumière bleue, elle est nécessaire sur le plan industriel. Ils peuvent pas, donc c'est la fluorescence finalement. C'est ce qui fait l'attraction d'un écran. Les nouvelles technologies, les HD et tout ça, donc c'est la fluorescence de l'écran qui attire vers la consommation. Et puis, donc, si on veut le HD, il faut supporter s'ils veulent vendre plus, ils doivent mettre plus de lumière. Et nous, à notre niveau, on sensibilise les industriels. On commence à mettre ce qu'on appelle des filtres anti-lumière bleue. Donc, ce sont des filtres qu'on peut acheter et ça se vend donc, à l'étranger. Donc, on peut mettre sur l'écran pour diminuer un peu, pas rompre. Donc, c'est diminuer juste la lumière bleue. On peut aussi solliciter les industriels optiques. Donc, on peut mettre des filtres spécifiques contre la lumière bleue sur les lunettes de vision, donc les verres optiques. Et puis, on peut mettre aussi ce qu'on appelle des filtres anti-reflets spécifiques contre les anti-reflets. Donc, à notre niveau, c'est ce qu'on peut faire. Mais il faut de plus en plus une pression de la communauté savante internationale. Allez-y, docteur, pour la pression. On y va. Voilà, absolument. Mais on dénonce aussi. On vous remercie aussi pour les médias qui nous sensibilisent et qui nous poussent aussi à faire cette pression. Eh bien, on est là pour vous accompagner pour la santé des téléspectateurs. Merci beaucoup, docteur Tariq Aloussi. Vous êtes médecin ophtalmologiste. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour On se dit tout. Et un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne à Tanger et à Rabat pour la réalisation et la diffusion de cette émission. On se dit tout, à très vite, mais aussi sur Média Radio avec Farhana dans les matinées maghrébines. Au revoir.